Bienvenue à tous les participants qui nous ont rejoints à ce webinaire que nous organisons aujourd'hui avec un journaliste vétéran qui a plus de 30 ans d'expérience en journalisme. Aujourd'hui, il va vous former sur les techniques pour bien mener une enquête, pour bien mener une bonne investigation sur la COVID-19. Vous me connaissez déjà, je suis Kossié Lombalao, le directeur du Forum francophone du Centre international pour les journalistes. Un forum que nous avons lancé pour offrir de l'aide et des ressources à tous les journalistes francophones qui couvrent cette pandémie. Le forum est un groupe privé sur Facebook et si vous ne l'avez pas encore rejoint, faites-le. C'est un forum de reportage c'est un forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale qui est disponible sur Facebook. Allez sur Facebook et puis faites la demande de vous d'intégrer le groupe. Un des mêmes modérateurs va poster le lien dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Vous pouvez, à travers ce lien-là, cliquer dessus et puis vous enregistrer. Et pour ceux qui nous suivent directement dans l'application Zoom, vous avez la possibilité de poser vos questions directement au formateur. Donc, vous le faites également dans la boîte de chat et je vais me charger de les transmettre. Ce sera 45 minutes de formation et puis les 15 dernières minutes consacrées aux réponses aux questions des participants. Euh, pour ceux qui vont rater, pour ceux qui ratent ce webinaire, nous allons également mettre la vidéo sur YouTube, sur la page du réseau international des journalistes. Je vous remercie tous les participants et tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, nous avons un journaliste qui s'appelle Julien Chier, qui est un journaliste chevronné. Il est lauréat de plusieurs prix. Il a travaillé pour plusieurs médias de télévision, presse écrite et puis la radio. Il est également un écrivain et réalisateur chevronné qui a produit de grands documentaires à travers le monde. C'est un formateur accompli dans la salle de rédaction et l'auteur de 6 livres. Il a écrit 6 livres qui ont été largement acclamés sur des sujets tels que le crime organisé, les condamnations injustifiées, la traite des êtres humains et la maltraitance des enfants. Il était journaliste scientifique d'investigation pour les deux principaux journaux canadiens, le Toronto Star et le Globe and Mail. Et pendant 5 ans, il a été producteur principal du Fit Estate de CBC TV, le premier programme télévisé d'investigation au Canada. Ces articles ont également paru dans le New York Times et USA Today. Il a tourné, écrit et produit de grands documentaires à travers le monde, couvrant le terrorisme nucléaire, les guerres et les droits de l'homme. En 2006, il a dirigé une enquête télévisée New York Times CBC intitulée Nuclear Jihad. Et c'est une enquête qui a remporté le prix Alfred Dupont Columbia University. C'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui. Bienvenue, Monsieur Julien Chier. Bonjour tout le monde, enchanté. J'espère que tout le monde reste en forme pendant ce temps difficile pour les citoyens du monde et aussi pour nous, les journalistes. Comme vous pouvez peut-être deviner de mon accent, je viens de Québec, ici au Canada. Je suis anglophone. Anglais, c'est ma langue principale, mais je parle évidemment français, mais sans doute, je vais faire quelques erreurs. Donc, je m'excuse déjà pour mes erreurs. Je vais vous présenter une version très raccourcie d'une présentation que normalement je fais dans les salles de nouvelles qui peut durer 2-3 heures. J'ai fait la formation partout en Afrique, dans les pays arabes, en Europe et aux États-Unis. Inquiétez-vous pas, toutes les diapos que je vais vous montrer seront disponibles sur ma site web. On va vous donner l'adresse. Donc, vous pouvez télécharger tous les diapos si vous avez manqué des choses. Et aussi, si vous avez des questions, évidemment, on n'aura pas le temps de prendre les questions pendant la présentation, mais envoie les questions tout de suite sur le chat ou sur Facebook. Et à la fin, je vais répondre à vos questions. Donc, on va commencer la présentation. La plupart tous les clips que j'ai choisis, c'est les vidéos souvent des grands politiciens comme Obama ou d'autres, ou Trump. Donc, ils sont en anglais, mais il y a toujours une traduction en bas pour vous autres. Et donc, on va commencer.
Bon, j'espère que ça marche. J'espère que tout le monde peut voir les diapos. Donc, on va regarder dans la prochaine 50 minutes, 45 minutes, comment poser les questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les entrevues qu'on fait, c'est une lutte constante pour garder le contrôle. Que ce soit avec une victime, quelqu'un qui est sympathique, ou le président de votre pays. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est que le défi de chaque entrevue, c'est qui est en possession du ballon. Et en sport, comment est-ce qu'on marque un but? Évidemment, la seule façon de marquer un but, c'est de garder contrôle du ballon. Le défi, c'est une équipe de football serait très contente d'avoir contrôle, mettons, pendant 50% du temps du match. Mais quand il s'agit de nos entrevues, il faut être en possession 100% du temps de l'entrevue. C'est ce qui serait impossible. Vous allez perdre contrôle au moins 30, 40, 50% du temps. Et donc, le but de cette formation, c'est de vous montrer comment toujours essayer de garder contrôle, surtout en face d'une entrevue antagoniste. Donc, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire un changement radical dans votre concept des entrevues. On va regarder les 3 types d'entrevues. Ensuite, 5 règles pour bien diriger une entrevue et aussi comment changer les règles quand c'est nécessaire. Et enfin, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire en cas de difficulté parce qu'on va toujours tomber dans les trous quand on fait les entrevues. C'est la nature de notre travail. Donc, première question, réfléchis pour quelques minutes. Comment est-ce que vous préparez pour une entrevue? Mettons qu'aujourd'hui, votre rédacteur en chef va dire le président de notre pays ou le ministre de Santé va donner une conférence de presse ou va nous donner une entrevue. Comment est-ce que vous allez faire vos préparations? Sans doute, vous allez faire comme on fait toujours, vous allez faire la recherche. Vous allez chercher tous les faits, les documents, les citations, parce que nous, les journalistes, on aime beaucoup les faits. Et j'assume que vous autres sont toutes des bonnes recherchistes, vous pouvez trouver les bons faits. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer que, en plus de chercher les faits, il faut aussi pas oublier la stratégie. C'est pas juste les tactiques, les questions, c'est la stratégie. Et la première question stratégique qu'il faut décider avant que vous faites votre entrevue, c'est quel type d'entrevue est-ce qu'il s'agit. Mettons pour l'instant que vous êtes en train de faire une enquête, on va inventer une histoire sur il y a un hôpital dans votre pays où plusieurs infirmières sont mortes du COVID-19. Et là, vous avez une entrevue avec le dirigeant de l'hôpital ou peut-être le ministre de Santé. Donc, quelle sorte d'entrevue est-ce que vous allez faire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début de l'histoire, depuis les années bibliques, il y a toujours et seulement 3 sortes d'entrevues. Il y a l'entrevue de l'information, l'entrevue d'émotion et l'entrevue de prise de responsabilité. Et le meilleur entrevue pour nous, les journalistes, c'est les 3 ensemble et dans cet ordre. On commence avec l'information, ensuite on passe à l'émotion et à la fin, une prise de responsabilité. Bon, certaines entrevues vont être essentiellement toutes informatives. Mettons un expert sur le COVID, un médecin, vous allez sans doute poser 90 de vos questions sur l'information et peut-être 10% sur l'émotion. Comment est-ce que vous sentez? Est-ce que vous êtes découragé par le COVID? Mais auprès d'un expert, c'est essentiellement l'information. Par contre, si vous faites une entrevue avec une victime, ça sera peut-être 70% émotion, 20% information, puis peut-être 10% de responsabilité. Puis c'est important de planifier votre entrevue en fonction de ça, de ne pas perdre le temps avec des questions d'information si, surtout de votre victime, vous voulez l'émotion. Mais évidemment, quand il s'agit, et la plupart de nos entrevues, c'est ça qui est difficile,
les entrevues que nous, on fait comme des journalistes d'enquête, c'est des entrevues où il faut pousser les personnalités au pouvoir de prendre les responsabilités. Mettons, vous avez une entrevue avec le président Trump, et on va voir quelques-unes, c'est, mettons, sur le scandale aux États-Unis puis la pénurie des tests, sur, sur le président en Russie, sur les morts des médecins ou sur le président de la Chine, le manque de transparence. Donc, quand il s'agit d'une entrevue d'enquête, il faut passer la grande majorité de notre temps sur les questions de responsabilité. Donc, si on revient à notre histoire fictive d'un hôpital où plusieurs infirmières sont mortes et vous avez une entrevue demain avec le ministre de Santé ou le directeur de l'hôpital, comment est-ce que vous allez procéder? Vous commencez par l'information. Mettons, ensuite émotion et ensuite prise de responsabilité. Par exemple, les questions d'information. Quand êtes-vous rendu compte au début de l'épidémie au sein de votre hôpital? Les questions des faits. Combien des infirmières sont mortes? Quand est-ce que les infirmières ont tombé malades? Ensuite, des questions d'émotion. Comment est-ce que vous êtes affecté par la mort? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes fâché? Mais assez rapidement, vous allez tomber sur des questions de responsabilité. Monsieur le ministre, est-ce que vous vous sentez coupable d'avoir refusé de fournir des masques et d'autres équipements? Et donc, la vaste majorité de vos questions devraient être sur la prise de responsabilité. Et évidemment, si vous rencontrez le chef de l'hôpital ou le ministre de Santé dans un corridor et vous avez juste une question à poser ou deux, vous avez 2 minutes, là, vous tombez tout de suite sur les questions de prise de responsabilité parce que vous n'avez pas le temps de monter information, émotion, responsabilité. Mais si vous avez 15 minutes, 20 minutes, vous pouvez passer quelques minutes sur l'information pour calmer la personne, émotion, parce qu'on veut l'émotion, c'est un être humain, mais surtout, il faut concentrer sur la prise de responsabilité. Donc, ça, c'est la première grande leçon aujourd'hui. C'est avant de commencer votre entrevue, planifiez avec vos collègues, avec votre caméraman, si vous faites la télévision, avec votre rédacteur en chef. C'est quoi le pourcentage des questions et c'est votre quoi le type d'entrevue. Est-ce que votre surtout une entrevue information, émotion ou prise de responsabilité? Regarde très brièvement une entrevue qu'une journaliste américaine, Gayle King, a fait avec R. Kelly. R. Kelly, c'est un grand joueur de basketball qui était accusé des agressions sexuelles. Et vous allez voir comment elle suit en 2-3 minutes exactement qu'est-ce qu'on a fait. Information, émotion, puis ensuite prise de responsabilité. The singer, as you know, has faced intense scrutiny for more than a decade now. It was reignited in January after the Lifetime docuseries Surviving R. Kelly featured interviews with 7 accusers and former members of his inner circle. They all say that Kelly preys on vulnerable women and young girls. I'm surprised that you agreed to do it. Why are you sitting down with us today? Information. I'm very tired of all of the lies. I've been hearing things and, and seeing things on the blogs and, I'm just tired. What are the lies that you're hearing that disturb you most? Oh my God. Information. All of them. Got little girls trapped in the basement, helicopters over my house. Trying to rescue someone that doesn't need rescuing because they're not in my house, handcuffing people, starving people. I have a harem, a cult. Il explique sa position, il explique sa défense. I don't have one. Have you done anything that you regret? Have you done anything wrong? Lots of things wrong when it comes to women that Là, I elle commence avec l'émotion. I apologized in those relationships. At the time I was in the relationships. Have you broken any laws when it comes to women? Absolutely not. The 6-part series interviews Là, elle commence la responsabilité. Family members, your former tour manager, numerous women who all claim that you abused them. Are you saying everybody in that documentary was not telling the truth about you? Everybody? Parce que vous êtes en train de dire que tout le monde avait menti. Why would these women say the same thing about you? Whoop, excuse.
Je ne voulais pas l'interrompre un instant. The singer. Là, elle continue. Relationships. Family member. Everybody? They are lying on me. Why would these women say the same thing about you? That you are Prise de controlling, that you are responsabilité. abusive, that you tell women when to eat, when to go to the bathroom, when they can sleep, where they can dress. Why would all these women tell these different stories about you if they were not true? And they don't know each other. That defies logic to me. Stop it. Y'all quit playing. Quit playing. Robert. I didn't do this stuff. This is not me. Y'all, I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. I gave up 30 years. Tu vois le résultat? 30 years of my career. Y'all trying to kill me. You're killing me, man. Donc, c'est un exemple extrême, mais Gayle King avait suivi exactement ce qu'il faut faire. Information au début pour être neutre, émotion pour donner la chance de s'expliquer, mais la plupart de ces questions étaient sur la prise de responsabilité. The singer is... Donc, juste pour rappeler, information, émotion, prise de responsabilité. Bon, deuxième section de notre formation, c'est quoi les règles de l'entrevue? Une fois que vous avez décidé c'est quoi le pourcentage des questions, quelles sont certaines règles qu'il faut suivre? Bien, moi, souvent, quand moi j'ai dirigé une équipe, j'étais toujours pas content quand mes journalistes reviennent et disent « Oh, comment à telle entrevue? » Et un journaliste va dire « Ah, c'était pas bon, le ministre a refusé de répondre aux questions ou la personne n'a pas donné les bonnes réponses. » Écoutez, mes amis, si un médecin revient de son journée de travail et dit « Oh, c'était une mauvaise journée, la patiente était trop malade puis est morte », ce n'est pas une excuse. Le rôle d'un médecin, c'est de sauver les vies. Le rôle d'un journaliste, c'est de trouver les réponses. Il ne faut pas blâmer la personne si vous n'avez pas des bonnes questions. C'est vos questions qui sont primordiales. Si vous posez une question stupide, vous allez voir une réponse stupide. Donc, il ne faut pas blâmer les personnes. Il faut prendre en main vos responsabilités. Bon, première règle que tout le monde connaît déjà, évidemment, c'est qu'il faut poser des questions ouvertes, pas des questions oui et non. En anglais, on appelle ça les 5 W. En français, ça veut dire qui, quoi, où, pourquoi et quand. En posant des questions ouvertes, on oblige la personne de répondre avec une phrase, avec une longue réponse. Il ne peut pas juste dire oui ou non. Et donc, il faut toujours poser une question ouverte. Regarde qu'est-ce qui arrive, c'est un peu drôle. Regarde qu'est-ce qui va arriver à un enfant qui... Ça, c'est un petit garçon qui a manqué de mourir à cause d'une infection. Et tu vas voir le journaliste qui pose une question oui et non par erreur. Et là, le petit garçon va répondre en tuant l'entrevue. They raised a lot of concern. We took him to the hospital immediately. Elijah, do you remember those days? Yes. Donc, elle a dit, est-ce que vous vous souvenez de ces journées? Puis le petit garçon, il dit simplement oui. Ensuite, I think that I would like to see something done at the federal level whereby ranchers or whoever's responsible for the feeding of the cattle, that there's a system in place whereby, we can guarantee that there's no E. coli in the system. All right, Elijah, do you want to eat steak again? No. It was full of blood and... Donc, elle dit, voulez-vous manger du steak du nouveau? Le petit garçon dit non. C'est quoi les vraies questions qu'elle voulait demander? It was full of blood and obviously... Ce qu'elle aurait dû demander, c'est Elijah, dites-nous ce qui s'est passé, comment est-ce que vous avez tombé malade? Pas est-ce que vous avez des souvenirs de cette journée? Parce que le petit garçon a simplement dit oui, on veut ces souvenirs. Ensuite, elle aurait, au lieu de dire, est-ce que vous avez peur de manger du steak? Et le garçon a dit non. Là, elle devrait dire, comment vivez-vous avec votre peur de manger de la viande à nouveau? Donc, ça, c'est un exemple où les enfants vont littéralement répondre à une question. Il ne faut jamais poser une question oui ou non. Ensuite, il ne faut pas donner des issues faciles.
il faut poser une question à la fois. Et il faut pas aussi utiliser les phrases ou les adjectifs ou les faits inutiles. Voici un exemple du sport, mais qui est un bon exemple d'une erreur qu'on peut faire. Regarde la question. OK? Ça, c'est la question. Écoutez-le, c'est un joueur qui avait manqué de perdre un match. La question se traduit ici en bas. You go, you're down 19 to the Pacers, you're down 11 heading into the fourth tonight in this game. Is there ever a point at which you don't think you can come back? And what's your mindset? OK. La question est, est-ce qu'il y a des moments dans un match où vous pensez qu'il est impossible de revenir au score? Et quel est votre état d'esprit? Bon. C'est quoi le problème avec cette question? Réfléchis pour 2 secondes chez vous. Lire la question. C'est quoi le problème? Je vais vous donner 5 secondes. Le problème, c'est que ce n'est pas une question, c'est 2 questions. Et à laquelle pensez-vous que l'athlète va répondre? Écoutez. You go, you're down 19 to the Pacers, you're down 11 heading into the fourth tonight in this game. Is there ever a point at which you don't think you can come back? And what's your mindset? No. Yeah, so tell me about that. Thank you. Donc, qu'est-ce que le joueur a fait? Lui, nous, on voulait savoir c'était quoi votre état d'esprit. Est-ce que vous étiez découragé? Comment est-ce que vous avez surmonté? Mais lui a choisi la question plus facile. Est-ce qu'il y a des moments où vous pensez que c'était impossible? Et lui a simplement dit non. Et là, il a quitté l'entrevue. Bon, j'ai pris un exemple sportif, mais c'est le même exemple en politique. Si vous posez plus qu'une question, le politicien, le président, le chef d'un hôpital va toujours choisir la question plus facile. Donc, la règle très importante à se souvenir, à se rappeler dans notre formation, c'est un point d'interrogation dans nos règles de grammaire qu'on a appris à l'école. C'est la fin d'une phrase. Si vous êtes en train de parler, blablabla, bla, 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 et vous voyez un point d'interrogation qui sort de votre bouche, et après vos lèvres continuent à bouger, vous avez fait une erreur. Arrête de parler après que vous avez posé une question. Souvent, nous, les journalistes, on est très nerveux. On pense qu'on n'a pas posé la bonne question. Je vais peut-être poser une autre. Peut-être mon boss ne sera pas content avec cette question. Donc là, on pose 2, 3 questions en espérant qu'une va arriver à notre cible. Choisissez les questions et posez une question à la fois. Troisième façon de faire une erreur, de perdre contrôle du ballon, c'est de ne pas poser des questions simples et claires en souvent en ajoutant simplement un mot par erreur. Écoutez la question qui est posée au président Obama, quand il était président, sur les otages en Iran. Voici la traduction. C'est une longue question. Une bonne question. Sur la question, il y avait 4 otages en Iran et le journaliste voulait savoir, avec un traité de paix que Obama a cité, qu'est-ce qui va arriver aux 4 otages? Une question très, très importante. Mais regardez en écoutant quel mot était ajouté en erreur et regarde les yeux d'Obama, tu vas voir ses yeux ouvrent parce que là, il voit une bouillie de sauvetage. Well, there are 4 Americans in Iran, 3 held on trumped-up charges, according to your administration, 1 whereabouts unknown. Can you tell the country, sir, why you are content with all the fanfare around this deal to leave the conscience of this nation, the strength of this nation unaccounted for in relation to these 4 Americans? OK. Réfléchis pour 2 secondes. Quel mot était ajouté par le journaliste en erreur et quel mot est-ce qu'Obama va sauter dessus? Écoutez. Well, there are 4 Americans in Iran, 3 held on trumped-up charges. The notion that I'm content as I celebrate with
American citizens languishing in Iranian jails? Major, that's nonsense. Donc, Obama avait évité la question en sautant sur un mot. Il a dit l'idée que moi, je suis heureux qu'on ait des otages en Iran, c'est ridicule. Et il n'a jamais répondu à la question. Donc, des politiciens, nos politiciens, sont des professionnels. Ils vont trouver les pièges que vous avez mis dans vos questions et ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et si vous vous laissez une porte ouverte en posant 2 questions ou en ajoutant un mot inutile, ils vont sauter là-dessus. Donc, faites attention et évitez de donner une porte de sortie. 4e règle. La pire question, c'est de ne pas poser une question, c'est de faire une déclaration, de faire un débat. Le problème, c'est que souvent, nous, les journalistes, on pense qu'on est plus intelligent, plus smart que le politicien ou le médecin, et peut-être c'est vrai. Vous pensez aussi que le politicien, votre président ou l'expert est en train de mentir, et peut-être c'est vrai. Lui, il est en train de dire des mensonges et vous savez que vous avez la vérité. Excellent. Mais je m'en fiche parce que le problème, c'est que le fait que vous, le journaliste, êtes en train de dire la vérité, vous ne pouvez pas quand même entrer dans un débat. Vous pouvez faire des défis, vous pouvez poser des questions difficiles, mais il ne faut pas rentrer dans un débat. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les journalistes vont toujours perdre les débats? Même si vous avez les faits avec vous, même si vous avez la vérité, pourquoi est-ce que vous allez toujours perdre un débat avec un politicien qui est en train de mentir? Réfléchissez pour quelques secondes. Et la réponse, c'est que c'est un duel déséquilibré. Parce qu'un vrai débat honnête entre quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui dit des mensonges, l'audience peut voir. Mais le problème, c'est que le politicien peut mentir, peut esquiver, peut inventer des choses, tandis que vous, un journaliste, êtes obligé de jouer par les règles. Ce n'est pas un match égal, parce que les politiciens et les autres ne vont pas suivre les règles, tandis que vous êtes obligé d'être neutre, objectif, basé sur les faits. Donc, il ne faut pas engager dans un débat, il faut toujours poser des questions sans faire les déclarations. Regarde les dangers d'un débat, ça c'est dans un des pays arabes. Donc, c'est drôle à regarder, mais c'est inutile pour le journalisme. Et c'est la même chose si vous engagez dans un débat. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas engager dans une lutte avec une politicienne. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas engager dans une bataille pour la vérité, mais ce n'est pas en affirmant les déclarations, c'est seulement en posant des questions qui sont bien ciblées. Regarde qu'est-ce qui arrive ici, ça c'est un autre bon exemple, où Morgan Freeman, un grand acteur américain, va être interviewé par Mike Wallace du 60 Minutes, un des journalistes les plus fameux aux États-Unis, au sujet de Black History Month, un mois qui est dédié aux États-Unis sur l'histoire noire. Okay? Et vous allez voir comment, en rentrant dans un débat avec Morgan Freeman réussit à complètement renverser les tables et c'est lui qui prend le contrôle de l'entrevue. Black History Month, you find ridiculous. Regarde, c'est Morgan Freeman qui va poser les questions. Black History Month, you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Première question. Oh, what do you do with yours? Which month is White History Month? Well, come on, tell me. I'm Jew. Qui pose les questions maintenant?
C'est Morgan Freeman qui pose la question au grand journaliste de 60 Minutes. Okay. Which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh. Why not? Do you want one? No. Donc, Mike Wallace est un des journalistes les plus fameux. Il est mort maintenant. Il a fait les entrevues avec des dictateurs, avec toutes sortes de personnes. Mais il perd contrôle du ballon ici parce qu'il rentre dans un débat au lieu de poser les questions. Et Morgan Freeman réussit à poser les questions à lui. Cinquième exemple, cinquième règle, c'est qu'il faut toujours écouter. Et il faut écouter non seulement pour les paroles de votre invité, mais aussi sur le vrai contenu. Parce que souvent, ce n'est pas juste évidemment les mots. Si quelqu'un dit des mots, il faut sauter sur les mots parce que c'est comme dans un procès dans mon pays et plusieurs autres pays. Mettons, il y a un procès, il y a quelqu'un qui est dans la banque d'accusés et le procureur va dire « Monsieur, est-ce que vous étiez avec la femme lors de l'agression sexuelle? » Et le monsieur va dire « Non, pas du tout. J'étais au taverne en train de boire beaucoup de bière. » Là, le procureur peut dire « Ah! » Parce que le monsieur a mentionné le fait qu'il est souvent au taverne et qu'il prend beaucoup de bière. C'est lui qui l'avait soulevé. Donc, un bon procureur va sauter sur les mots bière, taverne, et là, il peut dire « Ah! Est-ce que vous allez souvent au taverne? Est-ce que vous boivez beaucoup d'alcool? » Parce que lui l'a soulevé. Même chose avec une politicienne ou un médecin. Dès que lui, il utilise un mot, vous pouvez utiliser le mot parce que c'est lui qui l'avait introduit. Donc, il faut toujours écouter les mots. Moi, je suis enragé quand je vois les journalistes qui sont en train de lire leurs questions sans écouter pour passer à la prochaine question, sans écouter les mots de la personne. Mais deuxième chose, il faut souvent écouter le contenu parce que souvent, une politicienne ne va pas dire un mot, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il dit pas, qu'est-ce que le vrai message. On n'a pas le temps d'écouter cette longue entrevue que Anderson Cooper avait fait un maire à Los Angeles, mais sur mon site web, vous pouvez télécharger le hyperlien et le regarder pour voir comment lui il réussit à forcer le maire à répondre à des questions parce qu'il écoute non seulement qu'est-ce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle refuse de dire. Donc, en résumé, les 5 règles pour une entrevue. Posez les questions ouvertes, pas oui ou non. Ne donnez pas d'issue facile, surtout en posant 2 ou 3 questions. Restez clair, posez des questions simples et claires sans les adjectifs ou les mots qui peuvent être utilisés par les politiciennes pour éviter de répondre à vos questions. Évitez les débats. La pire question, c'est une question qui n'est pas une où vous, le journaliste, va faire une déclaration et rentrer dans un débat. Si vous rentrez dans un débat, le politicien va prendre contrôle du ballon. Et cinquièmement, écoutez. Bon, même en suivant ces règles, vous allez rencontrer les difficultés. Et donc, on va passer les dernières 5 à 10 minutes en regardant comment est-ce qu'on peut sortir de certaines difficultés. Parce que, soyons honnêtes, moi, dans ma vie, ça fait plus que 30 ans que j'ai fait le journaliste. Je viens d'arriver de 1 mois en Afghanistan, où on a fait les entrevues avec le Taliban, avec les militaires, avec les citoyennes sur la guerre en Afghanistan. Et après 30 ans, j'ai jamais réussi à faire une entrevue sans faire des erreurs et sans tomber en difficulté, surtout avec une politicienne ou un expert. Donc, les victoires seront minoritaires. Ce n'est pas comme votre équipe favorite du football qui gagne peut-être la plupart de ses matchs. Nous, les journalistes, surtout des journalistes d'enquête, on aura beaucoup de difficultés et vous allez toujours rencontrer les difficultés parce qu'on est en train de confronter les politiciennes et les experts qui vont mentir, qui vont éviter les questions, qui vont tout faire. Donc, voici
quelques pensées sur comment éviter ou comment sortir des difficultés. Bon, il y a souvent une entrevue qui se transforme en débat. Il y a plusieurs façons de sortir. Conseil numéro 1, c'est de retourner les coups et de ne vous laisser pas dominer par votre antagoniste. Regarde un exemple assez fracassant. Il n'y a pas personne plus puissant dans le monde que le président Trump. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver quand un journaliste d'origine asiatique, mais qui est américaine, Wen-Jie Chang de CBS, pose une question à Donald Trump et Donald Trump répond avec qu'est-ce que plusieurs considèrent comme une insulte raciste. Vous pouvez lire en bas les questions et les réponses en français. Yeah, go ahead, please. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if everyday Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? En pensant, c'est une question excellente, hein? Parce que c'est une question de prise de responsabilité et émotion. Elle dit, pourquoi est-ce que c'est une compétition mondiale à vos yeux, donc émotion personnelle, alors que tous les jours, les citoyens américains meurent et que le nombre de cas augmente? Prise de responsabilité. Elle n'a pas dit oui ou non, elle a dit pourquoi vous n'êtes pas inquiète, pourquoi pour vous c'est une question mondiale. On sait que Trump ne va pas répondre à la question, mais c'est une bonne question. OK? Regarde sa réponse. Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. Donc, là, ils répondent en disant, demande aux Chinois. Elle trouve que c'est non seulement ce qui a évité la question, mais c'est un peu une insulte raciste. Et regarde le courage qu'elle va montrer. Sir, why are you saying that to me specifically? I'm telling you. Woo! Au président des États-Unis. I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead. Puis là, il est tellement fâché, il va quitter la conférence de presse. I have two questions, Mr. Next, President. next, please. But you called on me. I did, and you didn't respond, and now I'm calling on Sorry, I just the young lady in the back, please. I just wanted to let my colleague Okay. finish. But can I ask you a Ladies and question? gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Et là, il quitte. Donc, ça, c'est un bon exemple où une journaliste très courageuse a posé une bonne question, puis face à ce qu'elle a considéré une insulte raciste, elle n'a pas lancé un débat, elle a posé une autre question. Elle a dit, pourquoi vous me dites ça à moi en particulier? Puis quand il dit, c'est une question néfaste, elle a dit, c'est pas une question vicieuse, répondre à ma question. Et président Trump était tellement fâché, il a quitté la conférence de presse. Regarde un deuxième exemple. Il faut rester concentré. Il ne faut jamais perdre le foyer de votre question, que ce soit la réponse. On va prendre un autre exemple de président Trump. C'est un débat assez difficile à suivre. Il s'agit d'un... Trump a fait une conférence de presse où il a parlé de toutes les bonnes choses qu'il a faites dans le mois de janvier. Et le journaliste Paula Reed de CBS voulait dire, oui, mais vous n'avez rien fait pendant le mois de février. Et lui, il refuse à répondre. Et vous allez voir, c'est difficile à suivre, mais vous pouvez suivre le français, que Paula continue constamment à rester sur un foyer le mois de février et le temps perdu. Donc, regarde, là, on n'a pas les réponses de Trump ici, mais les questions. Lui, il va éviter les questions et regarde toutes ces questions ici. Temps gagné, février, true, février, le mois de février, février, true. Toutes ces questions ont le même foyer.
I saved tens of thousands, maybe hundreds of thousands of lives by doing time that you bought. The argument is that you bought yourself some time. You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Right now, you're so disgraceful. It's so disgraceful the way you said it. Let me just listen. I just went over it. To make people I just went over in it. an unprecedented crisis. Nobody thought we should do it. And when I did it, But what did you do with the time that you bought? you know, The we month did. of February. Qu'est-ce que vous avez fait du temps gagné? Lui, il refuse. Continue. You know what we did? Yeah. What do you Entire do? month of February. What do you do when you have no case in the whole United States? When you excuse me, you reported it. 0 cases, 0 deaths on January 17th. The entire January, I said in Lui, Trump continue à parler de janvier, mais ce n'est pas la question de janvier, c'est la question de février et mars, quand la pandémie a vraiment explosé aux États-Unis. The video has a complete gap. on January What 30th. did your administration do in February with the time that your travel ban bought? A lot. And in fact, we'll give you a list. What we did, in fact, part of it was up there. We did a lot. Look. You know you're a fake. Là, il est tellement frustré parce qu'il ne peut pas donner un seul exemple de qu'est-ce qu'il a fait en février. Là, il va attaquer aux journalistes en disant qu'elle a fake news. You know that your whole network, the way you cover it, is fake. And most of you, and not all of you, but the people are wise to you. That's why you have a lower approval rating than you've ever had before, times probably 3. Donc, elle n'a jamais eu sa réponse, mais elle a montré que Trump était incapable à donner un seul exemple de qu'est-ce que son administration a fait pendant le mois de février. Dernier exemple, c'est souvent en difficulté, il faut poser littéralement la même question. Littéralement la même question. Il y a même une idée, une pensée qui dit que toute entrevue est souvent autour d'une question, un grand thème. Et regarde comment un autre journaliste américain va confronter Trump sur la question de l'autorité totale. Lui, pendant une conférence de presse, à un moment, a dit que moi, j'ai l'autorité totale dans le pays et auprès des gouverneurs. Et selon les lois américaines, ce n'est pas vrai. Puis regarde les questions. Ensuite, 3 fois, la journaliste du CNN va poser la même question. Autorité totale, autorité totale. Et regarde comment Trump se fâche de plus en plus. You said when someone is president of the United States, their authority is total. That is not true. Okay, you know what we're going to do? Donc là, elle fait une déclaration, c'est pas vrai, mais ensuite elle ajoute qui vous l'avait dit. We're going to write up papers on this. It's not going to be necessary because the governors need us one way or the other, because ultimately it comes with the federal government. That being said, we're getting along very well with the governors, and I feel very certain that there won't be a problem. Yeah, please, go ahead. Has any governor agreed that Lui a parlé des gouverneurs, donc elle a sauté sur le mot gouverneur. Elle a dit, OK, est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un gouverneur qui est d'accord avec vous que vous avez l'autorité totale? you have the authority to decide when their state I haven't asked anybody because I don't. You know why? Because I don't have to. Go ahead, please. But who told you the president has the total authority? Enough. Tu vois, il est tellement fâché, il dit assez. Donc, ça, c'est encore un bon exemple où non seulement est-ce que le reporter avait gardé le foyer, mais essentiellement, elle avait une cible dans sa tête, l'autorité totale, d'où ça vient. Et elle a posé la même question 3 fois en changeant la question, en sautant sur les mots que Trump avait utilisés, comme les gouverneurs, pour coincer Trump. Bon, on va sauter cet exemple, je pense, pour sauver le temps, parce que je veux laisser le temps pour les questions. Donc, en résumé, évidemment, on n'avait pas le temps en 45 minutes de vous montrer tous les exemples et pour entrer en détail, mais j'espère que cette survol rapide vous avez donné quelques grandes idées. En résumé, il faut toujours se rappeler qu'il y a 3 types d'entrevues, que les 5 règles d'une entrevue et les choses à faire en cas de difficulté. Les 3 types d'entrevues, information, émotion, prise de responsabilité, dans cet ordre. Et il faut toujours décider quel pourcentage de vos questions. Les 5 règles,
avec différents exemples. Pourquoi? Parce que si vous suivez, c'est seulement en suivant ces règles que vous pouvez essayer de garder contrôle du ballon. Vous allez perdre de toute façon, mais c'est la seule façon d'au moins garder le contrôle du ballon plus que 50% du temps. Et quand vous rentrez en difficulté, de rester concentré pour toujours poser la même question, de ne lâcher rien. Bon, on va prendre des questions, mais voici l'adresse de mon site qui est julianshare.com/training. Et là, vous allez voir toutes les présentations que j'ai faites, évidemment, plusieurs en anglais, mais il y a ce texte-là qui va être disponible aujourd'hui en français avec les textes. J'ai aussi une page sur le COVID-19 que vous pouvez consulter pour les ressources. Et voici mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire sur Twitter, évidemment, mais aussi un courriel si vous avez des questions. Et je vais répondre non seulement aujourd'hui, mais dans les mois qui suivent. Donc, je pense qu'il nous reste au moins une bonne 15 minutes pour les questions. Je vais essayer de retourner. OK. Et là, on va voir s'il y a des questions. Oui, bien évidemment, il y a des questions. Un participant pose cette question. Comment parvenir à obtenir la bonne version des informations sur le COVID-19 dans un contexte où certains personnels de la santé restent muets? C'est une très bonne question parce que, évidemment, on ne peut pas faire les entrevues sans l'information. Il faut avoir des bonnes informations. Donc, évidemment, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. C'est clair que... La personne qui pose cette question est au Cameroun. OK. Donc, évidemment, dans plusieurs pays en Afrique et ailleurs, il y a un grand manque de transparence. Je donne un autre cours et peut-être à un moment, on peut le faire ici, sur comment chercher l'information, surtout en utilisant l'Internet. Sur le site que je viens de vous montrer, sur mon site web sur COVID-19, je donne plusieurs ressources. L'avantage avec l'Internet et le COVID, c'est même si Cameroun ou d'autres pays, même ici au Canada, même s'il y a un manque de transparence, il y a plusieurs sites mondiaux indépendants qui sont complètement indépendants des gouvernants, comme surtout Johns Hopkins et d'autres sites, qui donnent des statistiques très détaillées sur votre pays, le nombre des morts, le nombre des cas. Ensuite, il y a plusieurs sites qui sont sur mon site web où vous pouvez contacter les experts en français ou en anglais. Peut-être pas dans votre pays, mais un expert africain ou européen qui peut dire « Non, c'est pas vrai, qu'est-ce que votre président est en train de dire? Cette maladie ne peut pas être guérie par cette potion magique. » Par exemple, en Afrique, il y avait tout un scandale en Kenya et ailleurs où les dirigeants ont essayé de parler de toutes sortes de médicaments qui étaient complètement fictifs. Donc, pour l'exemple de COVID, il y a des sites objectifs internationaux, des médecins internationaux aussi, et aussi il y a des réseaux journalistiques. Le centre ici que Kossi dirige, l'Association internationale, il y a d'autres sites, vous pouvez me contacter. Il y a une coalition des journalistes d'enquête qui est basée à travers le monde et vous pouvez contacter d'autres journalistes d'enquête en Afrique pour collaborer. Donc, vous pouvez, pas facilement, mais assez facilement, trouver des informations sur votre pays. Un autre participant basé en RDC, République démocratique du Congo. J'aimerais savoir s'il n'est pas bon de mettre les questions de responsabilité devant les émotions. Il dit, j'aimerais s'il n'est pas bon de mettre les questions de responsabilité devant et les émotions après, car le risque est que l'émotion affecte plus la personne qui répond à nos questions et parfois l'empêche de répondre à la question de responsabilité. Je prends l'exemple de l'interview de Robert Kelly. Oui.
Non, c'est une bonne. Il faut toutes les règles ou toutes les choses que je suis en train de dire, évidemment, il faut être souple et il faut évidemment d'être ouvert à changer les règles. Normalement, l'engagement humain, mettons, vous parlez avec votre enfant qui a eu un conflit à l'école. Hein? Oui, vous pouvez dire, pourquoi vous avez eu une bagarre avec les autres étudiants? Tout de suite, une prise de responsabilité. Mais normalement, c'est toujours mieux de commencer par l'information pour établir une neutralité, ensuite émotion et ensuite prise de responsabilité. Mais vous pouvez décider avec un politicien que si lui n'a pas d'émotion ou que si lui va mentir, vous pouvez commencer sur l'information et ensuite tout de suite sauter sur prise de responsabilité. Et à la fin de l'entrevue, c'est ce que je fais souvent, je fais information, un petit peu d'émotion, juste pour montrer que je suis une être humaine. Ensuite, 80% de mon temps, c'est la prise de responsabilité. Puis à la fin de la prise de responsabilité, une grande lutte où le politicien dit « Non, non, j'ai rien fait erroné ». Mettons que vous avez une entrevue avec le président du Brésil, qui refuse d'admettre qu'il y a un problème. Là, vous pouvez faire beaucoup de questions de prise de responsabilité et à la fin, vous pouvez dire « Mais, Monsieur le Président, vous refusez d'accepter que vous avez fait des erreurs sérieuses qui avaient tué des milliers et des milliers de Brésiliennes. Est-ce que vous ne sentez pas un petit peu de culpabilité? » Vous pouvez terminer avec une bonne question d'émotion, mais même cette question, en réalité, c'est une question émotive, mais qui est quand même avec prise de responsabilité. Tu vois, il y a différentes sortes de questions émotives. Auprès d'une victime, Madame, est-ce que vous êtes triste? Comment est-ce que vous sentez quand votre bébé est mort du COVID? Ça, c'est une question émotive neutre. Mais, Monsieur le ministre, pourquoi vous refusez de pleurer lors des centaines et des milliers de victimes? C'est une question sur l'émotion, mais c'est essentiellement une question de responsabilité. Donc, vous pouvez les mélanger. Comment devrait se prendre un journaliste qui participe à une conférence de presse organisée par un ministre de la Santé sur la COVID-19? Quelles questions pourrait-il poser alors qu'il n'a que la chance de poser une ou deux questions? Très bonne question, parce que souvent, nous, les journalistes, on n'a pas le luxe de s'asseoir avec le ministre de Santé pour 5 et 10 minutes. C'est des conférences de presse. Vous avez vu les 3 exemples que j'ai montrés avec président Trump. Le problème avec une conférence de presse, c'est pour le contrôle du ballon, par définition, le président ou le ministre de Santé, parce que lui, littéralement, il contrôle le micro, puis il est devant les journalistes. Lui, il est non seulement un joueur sur le terrain de football, il est l'arbitre. C'est inégal, parce que lui, il peut toujours dire, comme Trump a dit, « Finis la question, je vais à un autre. » Donc, c'est très difficile lors d'une conférence de presse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines règles. Moi, quand j'haïs les conférences de presse, il faut essayer de les éviter et demander les entrevues à part. Mais si vous n'avez pas de choix, il faut arriver évidemment avec une liste des questions, mettons 2 ou 3 questions. Il ne faut pas poser plusieurs questions en même temps, parce que si vous avez juste une question, préparez-le comme il faut. Probablement, ce serait une question de prise de responsabilité. Très bien écrit, très puissant. Mais souvent, une question d'émotion peut forcer parce que le ministre de Santé, lui, est habitué de donner les faits. Et si vous posez une question émotive, qui est mélangée avec prise de responsabilité, ça peut être bon. Une question que j'aimerais suggérer, c'est quand possible, si vous pouvez collaborer avec vos collègues lors d'une conférence de presse. C'est difficile, évidemment, parce qu'il y a la concurrence. On fait la compétition. Mais lors d'une conférence de presse, ce n'est pas vraiment une compétition parce qu'une bonne question posée par votre collègue de la télévision ou par la radio de Cameroun ou par un journal indépendant,
n'importe quelle question, tout le monde va l'utiliser. Donc, pendant une conférence de presse, vous êtes tous sur la même équipe. Donc, vous pouvez collaborer. Dans un des exemples que je montre dans mon cours Plus élargi, en Europe, dans un des pays, un ambassadeur américain a refusé de répondre à une question. Et à la conférence de presse, tous les journalistes ont fait qu'est-ce que le journaliste de CNN a fait. Ils ont tous posé la même question, une après l'autre. Donc, ils ont formé un collectif et parce que la personne a refusé, tous les journalistes ont dit, vous n'avez pas répondu à la question précédente. Pourquoi est-ce que vous avez... Donc, ça, c'est une tactique que vous pouvez faire. Que 4-5 journalistes à Cameroun ou au Congo posent la même question. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez bâtir sur la question précédente. Votre collègue pose une question, le ministre refuse de répondre, mais il laisse une porte ouverte en utilisant un mot, comme Trump avait dit sur le gouverneur. Là, vous pouvez, au lieu de poser votre question, vous pouvez dire, ah, ça c'est une bonne question, je vais monter sur la même échelle en utilisant cette question. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est une lutte pour le pouvoir. Une conférence de presse, dès le départ, est inégale. C'est lui qui va essayer de vous diviser et il faut essayer de former une unité parmi les journalistes lors d'une conférence de presse en posant des questions très ciblées et très dures. C'est la dernière question. Est-ce que vos règles valent aussi pour l'écriture? Lorsqu'on veut, après son interview, qu'on veut écrire son article, vous avez pas mal d'expérience dans la presse écrite. Est-ce qu'il faut écrire suivant les mêmes stratégies? Commencer peut-être par l'émotion afin de toucher le lecteur. Oui, et même dans un certain sens, encore plus quand on fait l'écriture. Moi, évidemment, je fais beaucoup de documentaires, mais j'ai fait 6 livres. Je suis en train d'écrire un autre livre. Je fais des longues entrevues. Je viens d'écrire plusieurs articles pour les journaux. Et l'avantage avec la télévision, c'est en posant une bonne question, même si vous avez vu avec Trump, même si la réponse n'est pas là, la caméra peut capturer le visage de la personne. Le défi pour moi, quand j'écris un livre ou un article pour un journal, c'est si je pose une question, puis le président ou le ministre fait juste ou ne répond pas ou qui évite, je ne peux pas le capturer en l'écriture. Donc, pour la presse écrite, il faut suivre les règles encore plus parce qu'il n'y a personne qui va écouter vos questions dans la presse écrite. C'est juste les réponses. Donc, un bon exemple, en posant des questions qui demandent un oui ou un non, c'est inutile dans la presse écrite. Parce que là, ce qu'on veut, c'est une phrase complète. Donc, il faut suivre les règles encore plus dans la presse écrite. L'avantage avec la presse écrite, c'est qu'on peut revenir souvent à la même question, poser la question d'une autre façon pour trouver la bonne citation. C'est ce qu'on ne peut pas vraiment faire à la télévision parce que ça commence d'être ennuyant. Donc, moi, j'aime beaucoup les questions. Peut-être une dernière chose à se rappeler, on n'a pas le temps de vous montrer certaines tactiques, mais moi, quand je rentre dans une entrevue, évidemment, j'ai toutes mes questions écrites. J'ai mes questions écrites sur une page différente pour chaque thème. Mettons, je veux demander le ministre de Santé le taux de mortalité. Ensuite, j'ai les questions sur les mesures préventatives dans les hôpitaux. Et ensuite, j'ai des questions sur le mort des enfants ou les enseignants. Là, j'ai des questions sur chaque thème sur différentes pages. Comme ça, si lui, il saute sur un thème, je peux rapidement prendre ma page de ces questions et poser ces questions. Et la deuxième chose que je fais, je garde toujours une feuille à côté de moi, blanc, vide. Et en écoutant les questions, j'écris un mot. Mettons, le ministre va dire « Oh oui, c'était très triste, j'ai pleuré ». Moi, je vais juste écrire « pleurer » pour poser à la fin peut-être une question sur comment est-ce qu'il a pleuré et comment. Souvent, je vais sauter tout de suite, mais je garde à côté de moi une feuille où j'écris 1 ou 2 mots pour me rappeler des questions que je veux poser à la fin. Bon, je pense qu'on a fini le temps, mais juste pour rappeler, et Kossi va dire un bye-bye, vous pouvez rester en contact avec moi dans mon courriel et sur Twitter.
Et il y a une version PDF de cette présentation qui sera disponible sur ma site web que vous pouvez télécharger. Comme le formateur vient de le préciser, il y aura la version PDF sur son site. Vous pouvez aller là, vous trouverez les documents qu'il a utilisés lors de cette formation en version anglophone, en version francophone et dans d'autres langues, puisqu'il a formé à travers le monde entier. Et malheureusement, nous sommes à la fin de ce webinaire. Il y a des questions qui ne sont pas répondues. Vous pouvez bien évidemment les envoyer au formateur, à M. Julien Cher, ou bien me les envoyer, je vais le lui transmettre et vous aurez la réponse à vos préoccupations. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est important. Rejoignez notre forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale sur Facebook. C'est un forum qui vous met en contact avec les experts de la santé de renommée mondiale et plus un espace de travail pour les journalistes parce que c'est un forum où vous pouvez faire votre travail, mener des recherches, avoir des réponses. Faites-le et puis répondez également à notre questionnaire. Nous avons envoyé le lien. Je vous l'enverrai également sur votre adresse mail pour savoir si ce forum vous a été utile, ce webinaire vous a été utile, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nous organisions dans les prochaines semaines, comment améliorer nos thématiques pour vous. Faites-le et permettez-nous de savoir quelles sont vos attentes afin d'y répondre. Merci à tous les participants. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, sur Zoom. Merci beaucoup, M. Julien. C'est un honneur de vous avoir. Thank you so much. Reste en santé, tout le monde. Yeah. Merci. Bye-bye.